J'ai l'honneur de vous présenter notre intervenant Jean-Paul Delahaye, qui est professeur émérite à l'Université de Lille, chercheur au laboratoire Cristal. Ses travaux portent sur les mathématiques, essentiellement sur les algorithmes de transformation des suites, sur l'utilisation de la logique en intelligence artificielle, sur la théorie computationnelle des jeux et également sur la théorie algorithmique de l'information. Il s'est intéressé en particulier aux applications à la bioinformatique et à la finance. Il travaille aujourd'hui sur les monnaies cryptographiques et ce qu'on appelle la technologie blockchain. Il s'intéresse également à des problèmes plus éthiques, d'application d'éthique dans la science. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres et a reçu le prix d'Alembert de la Société mathématique de France en 1998 et le prix auteur de la culture scientifique du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche en 1999. Je lui laisse la parole. Merci de cette présentation. Donc, je vais vous parler d'un sujet mathématique. Une question assez simple, et j'avoue que moi j'ai été troublé par cette idée qu'en mathématiques, finalement, on pouvait tout construire à partir de rien, ce qui est un peu bizarre, mais ce qui se révèle vrai en fait. Alors, voilà, c'est la question. Alors, je vais résumer très rapidement tout ce que je vais dire ensuite. On va parler de l'ensemble vide. On va voir qu'il est à la base des constructions, du moins en mathématiques modernes, ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Et on va voir qu'avec l'ensemble vide, on peut faire beaucoup de choses, et en particulier qu'on peut construire tous les entiers et bien plus. Les entiers qu'on va rencontrer, ce sont ce qu'on appelle les entiers de von Neumann. Et puis on verra en fait qu'au-delà des entiers de von Neumann, John Conway a permis, grâce à l'ensemble vide, de construire encore des choses plus étonnantes qui sont moins connues, qui sont les nombres infinitésimaux et des choses comme ça. Et c'est un petit peu étrange, et je terminerai par des questions que je me pose moi-même et auxquelles je ne sais pas répondre. Alors, commençons d'abord par l'arithmétique de Peano. Alors ça, ce n'est pas une surprise, mais on sait bien qu'à partir de 0 et de la notion de successeur, on a le 1, on a le 2, on a le 3, etc. Et effectivement, quand on examine les axiomes de Peano, que j'ai reproduits ici, mais je ne vais pas les lire en détail, on s'aperçoit qu'il n'y a besoin que du 0. La seule constante qui apparaît, c'est le 0. Et puis le symbole qui permet de désigner le successeur d'un nombre, qui est donc le successeur de 0, ça va donner 1, et le successeur du successeur, ça va donner 2, etc. Donc déjà, en arithmétique, d'une certaine façon, on peut se débrouiller avec rien, qui est le 0. Mais en théorie des ensembles, ça va être beaucoup plus spectaculaire, si j'ose dire, puisque l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui ne contient rien, qui n'a aucun élément, c'est le rien. Alors, les entiers de von Neumann, c'est une façon de construire les entiers en théorie des ensembles. Il peut y en avoir d'autres, hein. Il y a d'autres façons de construire les entiers, mais celle-là est particulièrement simple, peut-être que c'est même la plus simple qu'on puisse imaginer. Ça consiste à dire que 1, ça va être l'ensemble qui contient un élément, l'ensemble vide. Et puis 2, ça va être l'ensemble qui contient 2 éléments, l'ensemble vide, et puis l'ensemble qui contient l'ensemble vide, le 1. Et puis 3, ça va être l'ensemble qui contient 3 éléments, l'ensemble vide, etc., etc. On peut représenter ça comme ça, bon, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis je me suis amusé à aller un petit peu plus loin. Alors j'ai fait ça avec un traitement de texte, donc c'est très simple, on fait des copies, on fait attention à bien mettre des accolades là où il faut, et puis j'ai réussi comme ça à construire, selon le principe de von Neumann, l'entier 7, l'entier 8, l'entier 9 à partir du vide. Alors je suis obligé d'utiliser une police de caractères qui diminue de taille, surtout pour arriver à 10 et à 11, mais je pense que je ne me suis pas trompé. Voilà, bon, c'est juste un jeu, c'est pas très sérieux. Bon, évidemment, si on voulait s'imposer de n'utiliser que les notions de base, que les notations de base pour parler des entiers, ça ne serait pas très commode. Mais évidemment, on utilise des raccourcis, et en particulier, on écrit 11 en écrivant 1, 1. Voilà. On peut faire pire d'une certaine façon, puisque parfois, en théorie des ensembles, on note l'ensemble vide simplement par une accolade ouvrante, une accolade fermante.
Donc à ce moment-là, je reprends le principe, mais je ne vais pas aller jusqu'à 11, tout se désigne uniquement avec des accolades qui s'ouvrent et qui se ferment d'une certaine façon. Et le 7, c'est une série d'accolades ouvrantes. Il y a des virgules pour séparer les différents éléments, mais c'est tout. Alors, ça c'est une façon de s'amuser. Un petit peu plus sérieusement, les entiers de von Neumann se définissent en disant que 0, c'est l'ensemble vide. Et puis ensuite, pour les entiers plus grands, on va utiliser ce qu'on appelle une relation de récurrence. On va dire que n plus 1, c'est simplement l'entier n, donc c'est un ensemble qui est construit dans les étapes précédentes, auquel on rajoute un élément qui est l'entier n lui-même. Et de cette façon-là, si on analyse un tout petit peu, ça revient à dire que l'entier n plus 1, c'est en fait les entiers 0, 1, 2, n-1 jusqu'à n. Voilà. Donc, cette façon de concevoir les entiers à partir de l'ensemble vide, c'est une façon de les construire en théorie des ensembles. Mais il faut bien admettre une chose, c'est que les mathématiciens, quand ils parlent des entiers, ne se ramènent jamais à cette notation-là, à cette notion-là, et n'utilisent jamais que dans l'entier n plus 1, il y a l'entier n-1, etc., qui appartient à l'entier n. Mais cette façon de pouvoir ramener les entiers à l'ensemble vide, c'est une sorte de curiosité, et de toute façon, ça a une certaine utilité pour bien comprendre la puissance des constructeurs qu'il y a dans la théorie des ensembles. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais détailler un peu plus dans les transparents qui suivent. Après les entiers 0, 1, 2, 1000, 1 million, 1 milliard, 100 milliards, etc., en fait, on peut considérer d'autres éléments, d'autres nombres. Alors c'est ce qu'on appelle les nombres transfinis, c'est Georges Cantor qui les a introduits, et qui vont désigner en fait des quantités infinies, ou des ordres infinis, enfin, ça dépend comment on voit les choses. Le premier, ça va être oméga. Alors oméga, en fait, on va voir tout de suite que c'est simplement l'ensemble des entiers. Mais il faut bien concevoir ça comme un ensemble ordonné. Donc on va considérer que quand on arrive à oméga, on a pris tous les entiers, et on a rajouté un symbole qui est oméga, qui est par convention supérieur à tous les autres. Et ça donne un ensemble où il y a un élément infini qui est oméga. Et puis on veut continuer avec oméga plus 1, oméga plus 2, alors là je vais détailler maintenant. Et on va utiliser le même principe que celui qui était utilisé pour construire les entiers les uns à partir des autres. On va dire donc, je reprends, que oméga c'est l'ensemble des entiers. Alors traditionnellement en mathématiques on note ça plutôt grand N avec une double barre pour le N, mais bon, en théorie des ensembles, quand on parle des ordinaux, on note ça oméga, petit oméga. Mais effectivement, sur un point de vue strict, c'est l'ensemble simplement des entiers. Alors ensuite, oméga plus 1, c'est ce que je disais à l'instant, c'est l'ensemble de tous les entiers auxquels on ajoute un élément qui, par convention, va être supérieur à tous les autres. Et puis, quand on veut construire oméga plus 2, on prend oméga plus 1, j'aurais peut-être dû mettre une parenthèse autour de oméga plus 1, et on ajoute un élément qui est oméga plus 1. Voilà, donc, etc. Et on continue de cette façon-là, et donc on obtient une série de nombres infinis qui sont classés les uns par rapport aux autres d'une manière évidente. Oméga plus 1, il est plus petit qu'oméga plus 2, qui est plus petit qu'oméga plus 3, etc. Et puis on continue comme ça avec tous les entiers. Et puis vous devinez la suite. Quand on réunit tous ces nombres transfinis, donc c'est les premiers ordinaux, c'est les plus simples, donc on prend tous les entiers, 0, 1, n, et on rajoute tous les ordinaux oméga, oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus n, etc., mais tous, comme ça, quel que soit l'entier n considéré, et on obtient un ordinal qu'on note oméga 2. On pourrait le noter 2 oméga si on voulait, mais enfin, pour des raisons un peu techniques, on préfère le noter oméga.2. Donc c'est un autre ordinal infini, enfin tous ceux qui, à partir de oméga, sont infinis, mais qui est plus grand que tous les oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus 3, etc. Et puis on peut continuer comme ça. On va définir oméga 3. Vous devinez bien comment, oméga 4. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on va réunir tous les oméga 2, oméga 3, oméga 4, quand on va les prendre les uns après les autres, en réunissant tout ce qu'ils contiennent, on va obtenir un
ordinal qui s'appelle oméga au carré. Je ne vais pas continuer la construction comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que ces choses-là qui semblent très abstraites, qui sont apparues très abstraites au départ, on peut en avoir une vision très concrète. Et par exemple, une façon de les voir, c'est de prendre des points dans la droite des nombres réels, et puis de s'arranger pour que la première série de points, donc qui correspond aux entiers, 0, 1, 2, n, eh bien, converge vers une certaine valeur. Par exemple, ça pourrait être 1. Et puis, n, ça serait 1 moins 1 sur n. Et de cette façon-là, on a une notion, enfin, ce qu'on appelle un point d'accumulation, qui serait un point bien précis de R. Dans l'exemple que je donne, ça serait 1, et qui représenterait le nombre oméga. Et puis, à partir de oméga, on pourrait construire un peu plus loin oméga plus 1, oméga plus 2, etc. Et puis, à la limite de ces points-là, on aurait oméga 2, oméga 3. Et puis, si on se débrouille bien, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, je ne l'ai pas fait sur ce dessin-là, mais on peut représenter oméga au carré, et puis oméga au cube, etc. Bon, il faut un petit peu se concentrer pour y arriver. Une autre représentation que vous trouverez, par exemple, dans Wikipédia, c'est celle-ci. Je ne sais pas si on lit bien le transparent. On va tourner. Donc on part de 0 et on tourne, 1, 2, 3. Et quand on arrive quand on a fait un tour entier, on arrive à oméga, qui est en dessous, oméga plus 1, puis un peu plus loin, on arrive à oméga 2. Bon, je ne détaille pas, ce sont juste des représentations pour bien manifester que les entiers transfinis, enfin que les nombres transfinis, ne sont pas si abstraits que ça, on peut leur donner une sorte de vision concrète. Alors, il y a une définition mathématique, mais ici, je ne suis pas là pour faire un cours en démontrant tous les éléments. Si vous voulez un peu plus de précision, vous regarderez. Un ordinal, en fait, ça va être un ensemble qui vérifie deux propriétés. D'abord, la relation d'appartenance au sein de alpha, si alpha est un ordinal, c'est un bon ordre strict. C'est-à-dire c'est un ordre, c'est-à-dire une relation qui est antiréflexive. X n'est jamais en relation avec X, c'est transitif. Si X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, X est en relation avec Z, est telle que toute partie non vide possède un plus petit élément. Alors, je ne vais pas donner tous les éléments techniques qui interviennent dans une histoire comme ça, mais cette définition-là, avec la condition supplémentaire que l'ensemble est transitif, c'est-à-dire si un élément appartient à alpha, à ce moment-là, l'élément X est aussi inclus dans alpha. Alors ça semble un peu abstrait, mais c'est ça la définition formelle un petit peu des entiers de von Neumann. Alors, les ordinaux désignent des ordres, donc en fait des bons ordres, et ils peuvent tous se construire à partir de l'ensemble vide, du moins ceux que j'ai évoqués jusqu'à présent. Ça va être le cas de tous si on veut, mais ce n'est pas une chose parfaitement évidente. Les cardinaux, c'est une autre façon de concevoir des nombres infinis, des nombres transfinis, mais eux, ils ne vont pas désigner des ordres, ils vont désigner des catégories d'ensembles, catégories au sens de deux ensembles appartiennent à la même catégorie s'ils peuvent être mis en bijection l'un avec l'autre. Alors, on pourrait parler de classe d'équivalence pour la relation équipotent A. Elle peut être mise en bijection. Mais en théorie des ensembles, des classes d'équivalence de ce type-là sont un peu délicates, puisque ça correspond à des classes et des choses qui ne sont pas des ensembles. Mais je passe sur ces détails-là. Mais a priori, l'idée, c'est ça, c'est quand deux ordinaux vont avoir la possibilité d'être mis en bijection l'un avec l'autre, on dira qu'ils appartiennent à la même classe, et ces classes, ce sera les cardinaux. Alors, on va retenir un représentant dans chacune de ces classes, et ça va désigner donc des notions d'infini, au sens où deux choses infinies sont équivalentes du point de vue de cette notion d'équipotence s'ils peuvent être mis en bijection l'un avec l'autre. Donc, il y a tous les entiers qui correspondent à de telles classes, donc ce sont les cardinaux finis. Ensuite, il y a oméga, qui est un ordinal, mais qui est aussi un cardinal, et qui peut être, qui ne peut pas être mis en bijection avec 3, avec 5, avec 1000, etc. C'est un nouveau ordinal, c'est un cardinal qui est différent de tous les précédents. Alors ensuite, si on considère oméga plus 1, alors c'est là où il faut réfléchir, oméga plus 1, oméga plus 1, ce n'est pas un nouveau cardinal, parce qu'oméga plus 1, il peut être mis en bijection avec oméga.
Alors comment on met oméga plus 1 en bijection avec oméga? Je vous rappelle, oméga plus 1, c'est simplement tous les entiers plus le symbole oméga. Et comment on fait la bijection? On va mettre oméga en relation avec 0. Ensuite, on va mettre 0 en relation avec 1, 1 en relation avec 2, etc. Et de cette façon-là, on va construire une bijection entre oméga plus 1 et oméga. De la même façon, oméga plus 2 n'est pas un nouveau cardinal, puisqu'il peut être mis en bijection avec oméga, etc. Mais c'est vrai aussi, quand on réfléchit, alors c'est un peu plus compliqué, je ne détaille pas les raisonnements, mais oméga 2, c'est aussi un ordinal dénombrable. Donc ce n'est pas un nouveau cardinal. Oméga 3, ce n'est pas non plus un nouveau cardinal. C'est un ordinal qui est plus grand que les précédents au sens de la relation entre les ordinaux, mais il peut être mis en bijection avec oméga. Et donc oméga 3, ça ne désigne pas un nouveau cardinal. Et puis tous ceux que j'ai évoqués là, dans les transparents précédents, en fait, y compris ceux qui apparaissaient ici, non, ça y est, avec oméga 4, ceux qui apparaissaient ici plutôt, puisque j'allais jusqu'à oméga à la puissance oméga, etc., tout cela, en y réfléchissant bien, sont dénombrables. Et donc, ils ne désignent pas de nouveaux cardinaux. Et donc, pour l'instant, au point où nous en sommes, on a les cardinaux qui sont les entiers, plus oméga, qui est un cardinal nouveau, qui est le cardinal du dénombrable, qu'on note aussi à l'F0. Bon, pourquoi il y a plusieurs notations? C'est pas très commode, mais enfin voilà. C'est le cardinal du dénombrable. Ce qui est ennuyeux, c'est ce qui se passe après. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, quand on utilise l'axiome du choix en théorie des ensembles, on peut démontrer que tout ensemble peut être mis sous la forme d'un bon ordre. Donc, en particulier, il y a un bon ordre qui correspond à l'ensemble des nombres réels. Et l'ensemble des nombres réels, je ne redétaille pas toutes ces choses-là, ça ne peut pas être mis en bijection avec l'ensemble des entiers. Non, les nombres réels ne sont pas dénombrables. Et donc, si l'ensemble des nombres réels peut être muni d'un bon ordre, il lui correspond un certain ordinal qui est non dénombrable. Donc, il existe des ordinaux non dénombrables. Et alors, le plus petit, ça va être en fait simplement la réunion de tous les ordinaux dénombrables. Et là, on a une chose qui est assez troublante, et qui, moi, je ne veux pas dire perturbé, il ne faut pas exagérer, mais enfin, qui m'a fait réfléchir, c'est que tous les ordinaux dénombrables, en fait, ils sont inclus les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus gros, ils sont de plus en plus... C'est une suite croissante d'ensembles. Et ils sont tous dénombrables, mais leur réunion n'est pas dénombrable. Donc on a quelque chose d'assez troublant, enfin, je trouve. Une réunion dénombrable, une réunion, non, j'ai pas dit dénombrable, une réunion d'ensemble dénombrable croissante peut être non dénombrable. Et cette réunion, ça va désigner le plus petit ordinal non dénombrable qu'on va appeler Aleph 1. Donc lui, ça va être un cardinal, puisqu'il sera en bijection avec aucun des ordinaux qui précèdent. Et donc, entre Aleph 0 et Aleph 1, il n'y a rien. C'est par définition de Aleph 1. Aleph 1, c'est le premier ordinal non dénombrable, donc ça désigne un cardinal, et il n'y a rien entre Aleph 0 et Aleph 1. C'est, tout ce qui est en dessous de Aleph 1, c'est dénombrable. Et alors, ce qui est troublant, et c'est là... que le trouble est grave, puisqu'il persiste aujourd'hui encore et qu'on ne sait pas résoudre le problème, c'est que si on désigne par C le cardinal du continu, donc le cardinal de l'ensemble des nombres réels, on peut le noter de la puissance à F0, puisque ça correspond à l'ensemble des suites de 0 et de 1, infini. Bon, je ne détaille pas ce point-là. Donc voilà, ça c'est bien défini. Il y a un cardinal qui correspond au continu. Il est plus grand que Aleph 0. Est-ce que c'est Aleph 1? C'est ça la question. On a Aleph 0, on a Aleph 1 qui est défini, comme je vous l'ai dit, comme la réunion de tous les ordinaux dénombrables, qui n'est pas dénombrable lui-même. Donc ça pourrait être lui, le cardinal des nombres réels. Donc la question, j'aurais dû mettre un point d'interrogation. Est-ce que Aleph 1, donc le premier ordinal non dénombrable, c'est l'ordinal, enfin ça correspond au cardinal C des nombres réels? C'est une question, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du continu. Affirmer que oui, c'est l'hypothèse du continu.
La forme généralisée, c'est celle-ci, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que cette hypothèse du continu, elle est particulièrement troublante. Alors, je vais l'exprimer sous une forme plus simple, parce qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on parle en termes d'ordinaux, ça complique un petit peu les choses. C'est est-ce qu'il existe des sous-ensembles infinis de R, de l'ensemble des nombres réels, qui ne peuvent être mis en bijection ni avec N, donc qui ne sont pas dénombrables, ni avec R. C'est ça l'hypothèse du continu, c'est qu'il n'en existe pas. S'il en existe, c'est que Aleph1 n'est pas égal à C. S'il n'en existe pas, c'est que Aleph1 est égal à C. Donc l'hypothèse du continu, c'est simplement la question de savoir s'il existe des sous-ensembles de R qui ne peuvent pas être mis en bijection avec C et qui ne peuvent pas être mis en bijection avec N. Donc qui sont intermédiaires, qui sont d'un infini intermédiaire entre l'infini des entiers et l'infini des nombres réels. Et cette question toute bête que s'est posée Cantor, on se la pose toujours. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'arguments qui suggèrent que ça pourrait être oui, il pourrait exister des infinis intermédiaires, et puis il y a un certain nombre d'arguments qui vont dans le sens contraire, et aujourd'hui la question est non résolue. Alors quand je dis non résolue, il faut préciser un petit peu les choses, il y a souvent un malentendu à ce sujet-là. L'hypothèse du continu a été montrée indécidable dans l'ensemble des axiomes de la théorie des ensembles classiques qu'on appelle ZF, y compris si on ajoute l'axiome du choix. Mais indécidable, ça veut simplement dire que, en utilisant la théorie des ensembles avec l'axiome du choix, vous ne pouvez pas résoudre cette question-là. Mais ça ne veut pas dire que cette question-là n'a pas de sens et qu'elle sera indéfiniment irrésolue. Ce que pensait en particulier Kurt Gödel à ce sujet-là, c'est que si on ne s'est pas décidé de l'hypothèse du continu aujourd'hui avec ZF plus l'axiome du choix, donc l'ensemble, les axiomes classiques de la théorie des ensembles plus l'axiome du choix, c'est parce qu'en fait il manque des axiomes à la théorie des ensembles. Il faut trouver de nouveaux axiomes, les formuler d'une manière qui nous paraisse évidente. Alors, il y a des candidats, il y a des axiomes d'ailleurs qu'aujourd'hui on s'accorde plus ou moins pour lesquels on s'accorde assez bien avec l'idée qu'il faut les rajouter à la théorie des ensembles. Mais donc la question a vraiment un sens. Pour Gödel, qui était ce qu'on appelle un réaliste en termes de philosophie des mathématiques, pour lui, les ensembles existaient réellement. Il y avait vraiment une réponse déterminée à la question est-ce que C est égal à 2 à la puissance Aleph 0 ? Est-ce que C est égal à Aleph 1 ou pas, donc à l'hypothèse du continu, et simplement on ne savait pas y répondre parce qu'on n'avait pas encore trouvé tous les bons axiomes pour la théorie des ensembles. Alors je n'insiste pas plus là-dessus, simplement il faut bien comprendre que la question n'est pas évidente. Si on pense que les ensembles désignent des réalités, à ce moment-là il y a une réponse déterminée et il s'agit de la trouver en inventant de nouveaux axiomes, en découvrant de nouveaux axiomes. Alors, je vais parler des nombres surréels de Conway simplement pour illustrer l'idée que les transfinis, ça peut sembler troublant quand on les découvre la première fois, mais John Conway a fait, entre guillemets, bien pire. Il a complété la notion de nombre, et il l'a complété d'une manière tout à fait extravagante, tout en étant parfaitement rigoureuse. Alors, je lis la citation d'Anaxagore qui simplement illustre peut-être, avec 2000 ans d'avance, ce qu'a fait John Conway. Il n'y a pas de plus petit parmi les plus petits, ni de plus grand parmi les grands, mais toujours quelque chose de plus petit et toujours quelque chose de plus grand. Bon. Alors, cette théorie des nombres surréels de John Conway a été proposée en 1976, et paraît-il, il l'a écrit en un mois. Son livre, il l'a écrit en un mois dans lequel c'est lui qui dit ça. Enfin, qui disait ça, puisqu'il est mort maintenant. Alors, les nombres, vous les connaissez, donc il y a les entiers, il y a les entiers négatifs, il y a les fractions, il y a les nombres, ce qu'on appelle les nombres algébriques, comme racine de 2, et puis après il y a des nombres transcendants, comme pi, log de 2, etc. Bon, tous ces nombres-là, j'ose dire, on les connaît bien, bon, j'insiste pas trop. Il y a aussi les nombres transfinis, mais en général, on ne les mélange pas. On ne mélange pas les nombres transfinis, oméga, oméga plus 1, aleph 1, aleph 2, etc. Et bien justement, ce que propose John Conway, c'est une théorie qui permet de les mélanger, de les additionner, de les multiplier, de calculer les racines carrées, etc. Et pour lui,
une fois que sa théorie est développée, ce que je ne vais pas pouvoir faire en détail évidemment ici, eh bien oméga-1 ça a un sens. Là, dans ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, oméga-1 ça n'a pas de sens. 1 sur oméga, ça n'a pas de sens dans ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Racine cubique de oméga plus pi, ça n'a pas de sens dans ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Mais grâce à la façon dont Conway va introduire de nouveaux nombres, toutes ces notations, et j'en ai fait des très compliqués exprès pour l'amusement, prennent un sens, et ça désigne effectivement des nombres, donc dans l'ensemble des nombres surréels. Alors, l'idée, c'est de généraliser la notion de coupure de Richard Dedekind. Alors, certains d'entre vous connaissent certainement ça. Le problème qui se posait au XIXe siècle, c'est qu'on voulait ramener les nombres réels aux nombres entiers. Parce que, d'une certaine façon, les nombres entiers, on a bien confiance, et puis les nombres réels, là, par contre, c'est plus compliqué. Et donc, il y a plusieurs constructions qui ont été proposées des nombres réels à partir des nombres entiers. Et je précise, dans un cadre, qu'on en ait conscience ou pas, ensembliste. Parce qu'en fait, ces constructions ne prennent de sens que dans un cadre ensembliste. Et je donne juste un exemple. Donc, quand on a les nombres entiers, on a les nombres rationnels, donc les quotients d'entiers. Donc, par exemple, on peut considérer l'ensemble de tous les nombres rationnels dont le carré est inférieur à 2. Voilà. Donc, par exemple, 1,5, son carré c'est 1/4, donc c'est inférieur à 2, même, etc. 2 tiers aussi, c'est bon. Et puis, donc c'est ce que j'ai appelé A ici dans mon transparent. Et puis, je peux considérer aussi l'ensemble de tous les nombres rationnels dont le carré est supérieur à 2. Voilà, bon, ça me donne un ensemble. Et puis, ces deux ensembles, ils ont la propriété que n'importe quel élément qui appartient à A est inférieur à n'importe quel élément qui appartient à B. Bon, ce que propose la théorie des coupures des Dedekind, que évidemment je ne vais pas développer, c'est de dire, à chaque fois que je suis dans une situation comme ça, à partir d'ensemble de nombres rationnels, j'introduis un nouveau nombre qui va être celui qui est entre les deux, entre A et B. Alors quand je pars d'un nombre rationnel lui-même, il va être soit dans A, soit dans B, et je ne vais pas rajouter quelque chose, mais quand aucun nombre rationnel n'est ni dans A ni dans B, ça me construit un nouveau nombre, et ça va être une construction des nombres réels. Donc voilà, c'est cette idée de boucher des trous, en quelque sorte. Quand je considère l'ensemble des nombres rationnels, il y a des trous, et je les bouche en rajoutant racine de 2 et une multitude d'autres choses. Alors l'idée de Conway, c'est de faire ça, mais de manière beaucoup plus systématique et beaucoup plus appuyée, si j'ose dire. Il part de 0. Et puis, il va mener deux opérations à la fois, et il va recommencer indéfiniment. Et indéfiniment, ça veut dire au sens des nombres transfinis. Voilà. Il va ajouter quelque chose vers l'infini, à droite et à gauche. Et puis, à chaque fois qu'il va tomber sur un interstice, au sens plus ou moins où je l'ai défini à l'instant, eh bien, il va rajouter un nombre. Et il va faire ça une fois, deux fois, indéfiniment. Alors, ça donne ce tableau-là. Je ne sais pas si on peut le lire bien. Et on va parler de jours, parce que c'est une construction qui va se faire jour après jour. Les jours étant éventuellement des jours infinis, comme il y a le jour oméga plus 1, etc. etc. Donc le jour 0, il n'y a que 0 qui existe, donc l'ensemble vide, on peut l'assimiler à l'ensemble vide. Et puis je rajoute quelque chose entre 0 et moins l'infini que je vais appeler moins 1, et je rajoute quelque chose entre 0 et plus l'infini que je vais appeler plus 1. Voilà, ça me rajoute deux nombres, je bouge là c'est pas vraiment des interstices, c'est vers la droite et vers la gauche. Ensuite, le jour 1, je vais rajouter quelque chose donc, vers moins l'infini, quelque chose vers plus l'infini, donc ça sera le moins 2, ça sera le plus 2. Et puis je vais rajouter quelque chose entre moins 1 et 0. Donc dans l'interstice entre moins 1 et 0, ça sera le moins 1,5, etc. etc. De cette façon-là, je construis des nombres qui sont en fait des nombres qui sont des quotients d'un entier divisé par une puissance de 2, bon, jour après jour, pour tous les jours entiers. Et puis ensuite, je passe à oméga. Et quand j'arrive à oméga, j'ai des interstices qui sont plus intéressants. Et je découvre que j'ai racine de 2, d'ailleurs en particulier, ce qui va effectivement être présent comme dans la construction de Dedekind. Mais j'ai aussi 1 moins 1 sur oméga, etc. Donc je ne donne pas les détails, mais ça permet d'introduire de nouveaux nombres, et en particulier 1 sur oméga qui va, qui va remplir l'interstice entre 0 et tous les nombres positifs que j'ai eus avant. Donc je vais introduire le 1 sur oméga de cette façon-là.
Et puis on continue comme ça, et on continue indéfiniment, et ça construit tous les nombres que j'évoquais. Alors, c'est pas tout à fait facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est parfaitement rigoureux, en ce sens que ce qu'on obtient, c'est un corps ordonné clos. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment équivalent au nombre réel, mais en beaucoup plus serré. C'est ça qui est extraordinaire dans la construction de John Conway, c'est que sur un plan algébrique, on n'a rien perdu du tout. On a l'inverse de oméga, etc. Ça s'appelle la collection des nombres surréels. Il faut faire un tout petit peu attention en théorie des ensembles parce qu'il y a des regroupements qui ne sont pas des ensembles. Et effectivement, les nombres surréels, en tant que regroupement, ils constituent bien un corps, etc. Mais ce n'est pas un ensemble. On peut développer toute l'analyse. On peut parler de sinus, de cosinus, d'exponentielle, de logarithme. Pour tous ces nombres-là, c'est absolument merveilleux. Et alors se pose une question, puis je ne vais pas pouvoir aller plus loin, c'est dommage. Se pose une question, est-ce que finalement, quand les physiciens considèrent que le temps, c'est assimilable à R, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que le temps ne serait pas plutôt assimilable à l'ensemble des nombres surréels? Alors peut-être pas tous les nombres surréels, mais du moins tous les nombres surréels entre moins oméga et plus oméga. Entre moins oméga et plus oméga, il y a une sorte de continuité. Mais une continuité qui est beaucoup plus dense que celle qu'il y a entre moins l'infini et plus l'infini quand on considère les nombres réels. Et pourquoi est-ce que le temps qui est modélisé par les physiciens par R ne pourrait pas être aussi bien modélisé par ces nombres entre moins l'infini et plus l'infini, entre moins oméga et plus oméga, des nombres surréels? C'est une question. Ce que j'avais prévu d'évoquer, c'est d'autres façons d'imaginer le temps grâce aux nombres surréels. Et puis, je voulais terminer par une petite question, mais peut-être que je me la réserve en réponse à des questions qu'on va me poser. Jean-Paul, sur la question de la modélisation du temps, il y a déjà quelque chose de très rigolo, c'est qu'on peut faire bien mieux qu'avec les nombres réels si on utilise l'arithmétique non standard. Par exemple, l'arithmétique non standard, elle utilisait des epsilon. Oui, Pourquoi? Parce que sur les barres verticales de epsilon, on peut mettre de la causalité. On peut raisonner sur la causalité sans faire progresser le temps. Et ça, nous, on l'utilise beaucoup, ça. Donc, qu'est-ce qu'on gagnerait sur les nombres surréels par rapport à ça? Mais les surréels, d'une certaine façon, introduisent des infinitésimaux, mais ils leur donnent une réalité qui est plus facile à manipuler que l'analyse non standard. Il y a une forme d'aspect concret des infinitésimaux des nombres surréels qu'on a quand même du mal à trouver quand on fait de l'analyse non standard, où il y a des difficultés de nature axiomatique un peu délicates à maîtriser. Donc je trouve beaucoup plus séduisant la construction. Mais je ne sais pas répondre à ta question, hein, je suis désolé. À la fin de la conférence, le temps est apparu sans qu'on l'attende. Et alors pourquoi justement, pour moi qui ne connais pas les nombres surréels, pourquoi le temps apparaît à ce moment-là comme une question? Le temps apparaît comme une question parce que moi, il me semble relativement arbitraire que les physiciens qui ne savent pas du tout ce qui se passe quand on découpe le temps en morceaux au-delà de 10 puissance moins 20 ou 10 puissance moins 30, pourquoi est-ce qu'ils choisissent de modéliser le temps par R? Il y a quelque chose qui me semble arbitraire. Alors, je pense que ce n'est pas demain la veille qu'ils choisiront de modéliser le temps par les nombres surréels, mais il me semble que cette structure mathématique qui est offerte, qui est disponible donc depuis maintenant presque 50 ans, pourrait être utilisée par les physiciens beaucoup plus qu'elle l'est. Et je trouve un petit peu mystérieux que les physiciens, d'une certaine façon, ne se posent pas de questions de cette nature. Et bien souvent, d'ailleurs, ils ne se posent même pas trop de questions concernant R, parce que beaucoup de physiciens considèrent que R est déjà une sorte d'idéalisation excessive pour représenter le temps ou représenter des distances. Alors, ça serait encore pire avec les nombres surréels, mais bon, quitte à être excessif, autant l'être jusqu'au bout, et à ce moment-là, les nombres surréels sont plus cohérents, puisqu'ils poussent le bouchage des interstices beaucoup plus loin que ne le font les coupures de Dedekind. Mais bon, c'est une question que je ne prends pas très au sérieux. Je sais très bien que les physiciens ne vont pas se mettre à utiliser les nombres surréels. Mais a priori, en tant que mathématicien qui dispose de structures mathématiques parfaitement cohérentes, parfaitement maîtrisées, je trouve que les physiciens
pourrait ouvrir les yeux et s'y intéresser, même si je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Alors c'est juste un détail, mais vous avez dit une chose à un moment qui m'a un peu interpellé. Bon, alors c'est peut-être une idée reçue que j'ai par rapport aux mathématiques, mais par rapport à l'hypothèse du continu, vous avez dit qu'il y avait des hypothèses, qu'il y avait des arguments pour et des arguments contre. Bon, ce qui m'interpellait un petit peu, parce que bon, dans mon idée, bon, qui est peut-être une idée reçue, en mathématiques, soit quelque chose était démontré ou ne l'était pas. Donc, quelque part, on ne pouvait pas avoir d'arguments pour ou contre, mais soit une démonstration. Il y a des arguments pour. Alors, c'est les travaux de Hugh Woodin. Alors, Hugh Woodin, il est passionné par cette question, et puis c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de tout à fait génial. Et il a ouvert des voies qu'il n'a pas réussi à complètement fermer. C'est pour ça que je parle d'arguments pour et d'arguments contre. Et assez curieusement, il a ouvert une voie qui conduirait à la démonstration de l'hypothèse du continu, et il a ouvert une autre voie qui conduirait à la démonstration de la négation de l'hypothèse du continu, où je crois 2 à la puissance Aleph 1, ça serait... attendez. Oui, le cardinal du continu, ça serait 2 à la puissance Aleph 2, ça ne serait pas 2 puissance Aleph 1. Mais il y a des travaux tout à fait conséquents qui vont dans cette direction-là, mais il manque encore des éléments qui font qu'on ne peut pas conclure aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a l'idée, qui est un petit peu délicate, que pour conclure, de toute façon, il faut accepter de nouveaux axiomes. Et ces nouveaux axiomes, peut-être qu'ils ne feront pas l'unanimité. Donc, la conclusion, elle sera peut-être discutée, même si Woodin arrive à affirmer quelque chose dans un sens, ça sera quand même sous réserve d'accepter les axiomes qu'il ajoute. Qu'il accepte d'ajouter, qu'il considère comme naturel d'ajouter. À un moment, vous avez dit qu'on pourrait modéliser le temps autrement. Est-ce qu'on ne pourrait pas le modéliser avec un ensemble juste dénombrable? Puisque je ne suis pas sûr, mais en physique, il me semble qu'il y a un temps limité, un temps minimal. Non, mais bien sûr, dans l'autre sens, on pourrait le modéliser en considérant que les multiples de 1 sur 10 à la puissance 50, par exemple. Puis voilà, donc on aurait un temps qui serait parfaitement discret. Bon, mais oui, non, mais c'est une autre possibilité, plus raisonnable peut-être. Après, pour faire de la physique, pour parler d'équations différentielles et tout, on serait un peu embêté quand même. Merci beaucoup pour votre très belle présentation qui nous a conduit à nous interroger sur la place que joue l'ensemble vide dans la construction des mathématiques et à nous montrer qu'en réalité cette place est tout à fait cruciale, ce qui bien sûr est à l'origine finalement de l'interrogation qui était la vôtre au début de votre exposé, c'est comment comprendre finalement le rôle singulier que joue l'ensemble vide, que joue le nombre 0 dans la construction des mathématiques. Alors vous avez essayé de montrer qu'en réalité cette stupeur, elle s'illustre ou elle s'exprime à différents niveaux de la pratique mathématique. On pourrait dire des niveaux les plus simples à des niveaux plus complexes, beaucoup plus abstraits. Vous avez commencé par montrer qu'en réalité, dès la formulation de l'arithmétique qu'on trouve chez Peano, déjà, il est possible de donner un statut particulier au nombre 0, puisqu'en réalité, c'est le seul nombre qui est nécessaire pour ensuite construire l'arithmétique, pour peu qu'on couple l'utilisation de ce nombre avec des opérations de succession. Ensuite, vous avez montré des résultats plus spectaculaires en vous concentrant sur la théorie des ensembles, à partir notamment de la caractérisation qu'en proposait von Neumann. Vous avez montré, par exemple, que grâce à cette caractérisation, il est possible de comprendre le nombre 2 comme un ensemble de 2 éléments, c'est-à-dire l'ensemble vide et un ensemble contenant l'ensemble vide. Ensuite, vous avez montré qu'il est possible en réalité de ramener tous les entiers à l'ensemble vide, même si, c'était un point qui était intéressant, vous avez insisté sur le fait que ce n'était pas toujours la manière dont travaillaient les mathématiciens. C'est-à-dire que c'était des capacités, ou en tout cas des réductions qu'on pouvait faire pour essayer de comprendre ou d'éclairer davantage le rôle que peut avoir
cet élément dans la pensée mathématique sans que ce soit nécessairement la manière qu'avaient les mathématiciens lorsqu'ils construisent leurs calculs véritablement de procéder. Et donc ensuite, vous avez encore continué dans votre développement de la complexité des constructions que nous pouvons réaliser. Et donc vous nous avez expliqué la théorie des nombres transfinis. Vous nous avez expliqué comment il était possible de construire des nombres transfinis en ajoutant à chaque fois des éléments supplémentaires. Et vous avez eu à cœur, à un certain moment, d'essayer de montrer que ce qui paraît être des éléments extrêmement abstraits du point de vue mathématique peuvent en fait être très facilement illustrés par des graphes, par des schèmes, qui donnent donc une dimension concrète et qui rappellent que ces questions qu'on se pose sont des questions qui sont beaucoup moins intimidantes qu'on pourrait le croire au premier abord, pour peu qu'on se donne la peine, pour peu qu'on prenne le temps et l'effort d'essayer de se les représenter et d'essayer un petit peu de les comprendre davantage. Le point qui ensuite a particulièrement retenu mon attention, ça a été la difficulté que vous avez essayé de faire valoir en rappelant les travaux de Cantor, qui était qu'en réalité, lorsqu'on essaye comme ça de construire ou de comprendre comment on peut construire des structures mathématiques de plus en plus complexes, on bute nécessairement sur l'hypothèse du continu. Hypothèse du continu qu'on peut traduire de la sorte: est-ce qu'il existe des sous-ensembles de nombres réels qui ne peuvent être ni en bijection avec R, ni en bijection avec C? Vous avez montré, donc c'était déjà la question que se posait Cantor, et qu'on se pose d'une certaine manière toujours, parce que c'est un problème qui a été énoncé il y a cela plus d'un siècle, et qui n'a toujours pas été résolu. Ce qui a été intéressant ensuite, c'est que vous avez essayé de montrer que la seule manière qu'on pouvait essayer d'avoir de résoudre ce problème, ce serait d'introduire de nouveaux axiomes, et vous avez ensuite montré comment un mathématicien, Conway, avait lui-même essayé de développer une théorie mathématique des nombres surréels qui permettrait de faire des calculs, de composer avec les différents types de nombres que nous possédons. Et vous avez ensuite esquissé, à titre d'hypothèse heuristique, ou d'hypothèse peut-être opératoire pour la science, une possibilité d'utiliser les nombres qu'a proposé de construire Conway dans le cadre de raisonnement physique. Après tout, puisqu'on utilise des nombres entiers, des imaginaires, pour comprendre le comportement des phénomènes physiques, pourquoi les nombres surréels ne pourraient-ils pas, à leur tour, constituer les instruments de demain qui nous permettraient d'éclairer davantage les énigmes que la nature nous oppose encore, à commencer par le fonctionnement, le comportement du temps. Voilà. Je pense qu'on peut une nouvelle fois remercier et féliciter notre intervenant. Je rappelle pour les personnes qui souhaiteraient poursuivre ces interrogations qu'il va faire une séance de dédicace à l'instant. Donc vous pourrez le retrouver à l'extérieur et consulter ses ouvrages et peut-être également avoir la chance de partager un petit peu avec lui.